Bonjour et bienvenue sur DataGen, le podcast qui permet de comprendre les stratégies data des plus belles startups en France. Je suis Robin Conquet et dans chaque épisode, j'invite un spécialiste de la data pour décrypter les problématiques de sa boîte. C'est un peu les fondations du métier de data, quoi. T'es en charge de la stack, quoi. Faut que la stack elle tourne, que ça marche. La data elle a pas réponse à tout, et si quelqu'un te dit ça, c'est un mytho. C'est pas parce qu'on devient data-driven qu'on est obligé de l'être systématiquement. Aujourd'hui, je reçois Arnaud de Turckheim, Head of Data chez Payfit. Payfit est une plateforme qui permet d'automatiser la gestion de la fiche de paie et qui propose aussi d'autres solutions pour les RH, telles que la gestion des notes de frais. Ils ont 4000 clients, principalement des PME, et ont déjà levé 90 millions d'euros. Dans cet épisode, Arnaud nous raconte le lancement du pôle data, il nous parle de nombreux projets et notamment de la création d'un nouveau KPI qui améliore la mesure de la satisfaction client. Ce qui m'a interpellé, c'est qu'il nous explique que dans un contexte de startup SaaS B2B, où il n'y a pas de gros volume de données, son rôle est souvent d'informer sur les limites de la donnée dans la prise de décision. Si vous aimez le podcast, n'hésitez pas à me laisser un avis et à vous abonner sur Apple Podcast ou iTunes. Merci et bonne écoute. Hello Arnaud. Hello Robin. Ça va ? Ça va et toi ? Ça va. Merci de venir nous partager ton expérience de Payfit. Mais je t'en prie, hyper content d'être là. Est-ce que justement tu peux nous en dire un peu plus sur Payfit ? Ouais, en fait Payfit on est un logiciel adapté à toutes les PME pour la gestion de la paye et des employés. Donc en fait on fait deux choses, on fait l'automatisation de l'édition de la fiche de paye et des solutions SIRH comme les notes de frais, la gestion des absences ou le suivi du temps de travail. Et donc nos clients sont en Europe, France, Espagne, UK, Allemagne et on vient de lancer l'Italie. Ok. Et donc toi, tu es Head of Data chez Payfit. Tu peux nous dire comment tu t'es retrouvé sur ce poste ? Ouais, bien sûr. La data, je suis tombé dedans par un stage chez Schneider Electric en Chine où j'étais acheteur et où je dealais avec des boîtes comme Foxconn ou qui fabriquaient des circuits électroniques. D'accord. Et être acheteur là-bas, ça voulait dire qu'en fait, ils m'envoyaient des fichiers avec des milliers de références de résistance, de trucs pas du tout sexy. Et il fallait trouver où est-ce qu'ils essayaient de nous avoir sur les prix et de négocier comme ça à la fois sur l'assemblage. Donc c'était extrêmement analytique. Donc ça, c'était mon stage de césure quand j'étais à Supélec. Et en fait, j'ai fait du VBA dans tous les sens. Du coup, j'ai changé ma majeure pour faire un système informatique en dernière année à Supélec. Et après, grâce à ça, je suis rentré chez Criteo en data analyst à Londres, où là, on était une équipe d'analystes et on aidait les commerciaux, à la fois les sales et les account stratégistes, à mieux vendre, à être plus efficaces dans le cycle de vente. Et on faisait aussi pas mal d'analyses pour les clients. Criteo, il y a une telle volumétrie de données que c'était juste l'éclate. On a aussi pas mal optimisé les process en interne. Tu vois, dès que tu avais un client pour lequel son setup était pété, son setup de retargeting était pété, on était capable de le détecter assez vite. Et donc au début on envoyait ça au commercial, après on envoyait ça au technical guy chez Criteo, et après on a fini par envoyer ça au client directement. Donc en fait il y avait pas mal de sujets d'optimisation comme ça, donc ça c'était hyper marrant, j'ai fait ça pendant 2 ans. Après ils m'ont envoyé à Tokyo pour monter une équipe data. Alors là c'était ouf, j'ai embauché une équipe sur Tokyo, Séoul et Singapour, et parce qu'on lançait la business unit là-bas. Expérience incroyable, tant pro que perso. Et après, j'ai fait 2 dernières années à Paris, toujours chez Criteo, donc ça faisait 6 ans. Et là, c'était double casquette. À la fois, j'étais un peu product manager sur les problématiques analytiques, donc c'est-à-dire, il y avait 250 analystes chez Criteo, et il fallait qu'ils aient les bons outils pour travailler au quotidien. Donc je travaillais avec la R&D sur ces problématiques-là. Et l'autre pendant du job, c'était sur ces 250 analystes dans les différentes régions, les différents pays. Il fallait les faire travailler ensemble sur les problématiques et pas un peu en concurrence parce que t'as beau être dans 2 pays différents, quand tu fais du retargeting, t'as sur les mêmes problématiques data et donc tu te fais faire des solutions qui se ressemblent beaucoup. Et donc il y avait beaucoup de coordination et d'humain, de gestion de l'humain dans ce job. C'était génial. Au bout d'un moment, après 6 ans et 3 pays et 3 jobs différents, j'ai eu envie de faire autre chose, de voir une boîte qui était beaucoup plus early dans sa croissance, même si elle était déjà bien avancée. Puis j'ai commencé à échanger avec Flo, qui est un des fondateurs de Payfit, et ça a pris, la mayonnaise a pris. Ok. Je les ai rejoints du coup en septembre, il y a 1 an. T'es arrivé directement en Head of Data chez Payfit ? Ouais, alors le job desk c'était Lead Data Analyst, et en fait il fallait un peu faire ses preuves les premiers mois, mais c'était l'idée quand même. C'était l'idée d'arriver à ce job-là de Head of Data. J'ai signé sur un job de Lead Data Analyst, mais avec un peu un
un gentleman's agreement où si ça se passait bien, je pouvais prendre ce job-là. Ok, ouais, c'est assez commun en général sur ce type de poste de Ouais, demander c'est de ça, faire un tu peu fais tes preuves. Exactement, tu fais tes preuves et c'est parti, mais... Voir si t'es aligné aussi sur la vision des Exactement. fondateurs. Exactement. Ça marche, et justement, tu peux nous en dire un peu plus sur en quoi ça consiste le job de Head of Data chez Payfit. Tu veux que je te parle des missions de l'équipe au sens large, qu'est-ce qu'on fait dans l'équipe data, ou mon job Quels étaient tes objectifs, par exemple, sur la première année lorsque t'es arrivé? Bah ouais. Alors quand je suis arrivé, on venait de prendre Looker comme outil de data viz, et il faut savoir qu'avant ça, toute notre data viz était sur Google Sheet. Voilà, donc tout le reporting était fait sur Google Sheet, donc autant dire que ça marchait plus du tout. Et que tu avais des ops chez nous qui passaient voilà, au minimum une demi-heure par jour à mettre ça à jour, tous les jours. Et donc c'était un peu la première mission, c'était faire cette migration, au moins, enfin sur les trucs les plus gourmands en temps de la stack reporting. Donc ça c'était le premier métier. La première mission, c'est pas le plus fun, honnêtement, mais c'est un truc qu'il faut faire, c'est un peu les fondations du métier de data, quoi. Du métier de head of data, c'est être en charge de la stack, quoi. Il faut que la stack elle tourne, que ça marche, que t'aies pas de problème de perf, que tu puisses récupérer les nouvelles données dont tu as besoin, parce que tu veux toujours ingérer de nouveaux types de données. Donc ouais, c'était vraiment travailler donc avec Pierre Corbel, qui est lead data eng chez nous, qui était arrivé un mois avant moi. Et du coup, c'était faire tourner cette stack, la mettre en place, la faire tourner. Après, il y avait évidemment le recrutement, monter l'équipe. Et après, j'ai envie de te dire, il n'y avait pas d'équipe data avant, donc il fallait vraiment faire émerger aussi les besoins data et les faire formuler par les différentes équipes. Et donc pour construire une roadmap, en fait une feuille de route analytique pour la boîte, il fallait au sein de chaque département, tu vois, spécifier leurs problèmes analytiques et commencer à dessiner le contour des solutions qu'on allait leur apporter. En sachant que j'avais pas encore d'équipe à ce moment-là, donc on pouvait pas tout mettre en pratique. Il y avait certains points où je commençais à créer de la valeur quand je pouvais, avec le temps que j'avais en plus du recrutement et de la stack. C'était un truc, un bouquin de changement de job que j'aime beaucoup qui s'appelle The First 90 Days, qui te recommande en gros sur les 3 premiers mois de rien dire, d'écouter le plus possible, de poser des questions et de faire tous les quick wins que tu peux. Enfin, tu vois, j'ai des opinions parfois assez fortes, donc 90 jours c'était trop dur, mais j'ai fait ça pendant 45 jours, peut-être de 1 à 2 mois. Commencer à créer de la valeur pour certaines des équipes, de manière très opportuniste, tu vois. Vraiment, qu'est-ce qui prenait pas beaucoup de temps mais qui créait beaucoup de valeur, c'est ceux-là qu'il fallait dépiler en tant que contributeur individuel de mon côté, quoi. Du coup, on a déjà un peu répondu à ma question suivante, mais peut-être que tu vas en dire un petit peu plus. Est-ce que tu peux nous raconter une journée type pour toi quand t'es arrivé et une journée type maintenant? Ouais. Bon, quand je suis arrivé, le recrutement c'était énorme parce que sur les premiers players d'une équipe, tu peux pas trop te tromper, c'est risqué. Donc je suis trop content de l'équipe que j'ai embauchée et ils sont chauds et c'est trop cool. Donc ça, recrutement vital. Ensuite, comme je te l'ai dit, feuille de route et coup de poing opérationnel. Donc, ça c'était quand je suis arrivé. Et en plus de la stack qu'il fallait faire tourner avec Pierre, donc Data Eng. Après, maintenant, et donc là c'est autre chose. Donc maintenant, juste peut-être je te donne un peu de contexte sur l'équipe où on en est aussi, tu vois, avant de te dire mon quotidien. Aujourd'hui, donc on est 10, on a 3 data eng dont Pierre, 4 data analystes et 2 stagiaires analystes. Donc du coup, mon quotidien a un peu changé. J'ai moins de tâches de contributeur individuel, même si je fais toujours en fait le data analyst pour certaines personnes du leadership, typiquement mon boss qui est le CFO, certaines personnes au produit aussi, ça m'arrive. Sur certains sujets strat, j'interviens en tant qu'analyste ou ça m'arrive toujours. Et je trouve ça hyper important dans le job d'un head of data de toujours avoir un peu les mains dans le cambouis. Faut faire du SQL de temps en temps, quoi. Toutes les semaines, tous les mois, mais il faut pas lâcher prise, sinon je trouve ça compliqué après. En tout cas, c'est mon style. Il y a plein de styles différents. Donc ça, une partie toujours un peu contributeur individuel. Une grosse partie management, tu vois, accompagnement sur les projets, des players de l'équipe, quoi. Et puis formation peut-être aussi, parce que du coup, tu as recruté des profils de quel type? Bien sûr. Plutôt des profils un peu seniors ou juniors également? Entre 3 et 5 ans d'expérience, et un lead sur la partie produit. Donc toujours quand même une première expérience. Toujours une première expérience. Et là, en fait, je voulais pas au début, en montant l'équipe, embaucher des stagiaires ou des juniors. En fait, tout simplement parce qu'il fallait délivrer et que faire monter en compétence. Et puis même pour les stagiaires, en fait, ce qui est génial quand tu arrives dans une boîte, c'est quand il y a des gens autour de toi qui peuvent te former. Pas quand tu as un boss qui est busy, qui a qu'une demi-heure pour toi par semaine. C'est pas possible. En revanche, ce qui est trop cool, c'est que depuis le mois de septembre, il y a Selma et Victor qui nous ont rejoints, nos 2 premiers stagiaires. Et là, maintenant, on a l'équipe pour les former. Ils ont chacun leur mentor et ils dépilent le projet. Ils sont hyper chauds, c'est cool. Et donc juste pour finir, ça c'était l'équipe. Si je refais, c'était donc contributeur ici sur certains membres du leadership, management, gestion de projet. Et peut-être le 3e point aussi, c'était un peu échange strat
à partir des remontées analytiques que je peux sortir, quoi. Donc il y a, dans le rôle de Head of Data, t'es pas juste exécutant, plus on avance et plus j'espère en créant de la confiance auprès de mes stakeholders chez Payfit, plus on va me demander mon avis aussi, parce que je passe mon temps à cruncher des chiffres, à cruncher des analyses. Et donc, ouais, on commence à avoir des avis sur certaines prios de la boîte, sur tu vois, qu'est-ce qui devrait être sur quelle feuille de route de certaines équipes. Après, on donne seulement un avis, et c'est tout. Mais notre but aussi, c'est que cet avis soit le plus utile, quoi, le plus efficace possible, quoi. Parce que le sponsor du coup du pôle data et entre guillemets la personne à qui tu reportes, Ouais. c'est directement un des fondateurs. Alors, c'était Flo au début, sur les 6 premiers mois. Donc, Flo qui est CPO, fondateur chez Payfit. D'accord. Et depuis 6 mois, c'est Nicolas Voussienne qui est notre CFO et qui ça se passe super bien. En fait, c'est marrant, c'était en fait entre les équipes finance et les équipes data, sur des boîtes qui sont pas pure data dans leurs produits. Tu vois, la data n'est pas... Enfin, ce serait un peu mentir que de dire que la data est au cœur du produit Payfit. Non, on n'est pas de la tech, tu vois, on fait pas du ML dans notre cœur produit. On fait de la paye et du RH. Il y a des couches data dans notre produit, oui, mais c'est pas au cœur. Et du coup, quand tu es dans une boîte comme ça, tu te retrouves avec les équipes finance et les équipes data qui ont pas mal de points communs, notamment leur transversalité. C'est deux équipes qui sont hyper transverses, qui vont bosser à la fois avec le produit, avec les différents pays, avec le customer success, les sales. Cette collaboration data-finance, c'est très bien fait. Ça fait le lien avec la question suivante. Quels sont les objectifs clés du pôle et quels sont les indicateurs que vous utilisez pour mesurer ses performances ? En gros, première dimension, c'est avec qui on bosse. Customer success, growth, donc tu vois la partie croissance marketing, sales, produit, finance. Ensuite, sur chacun de ces pôles, comment est-ce qu'on travaille ? En gros, chacun de ces pôles a des projets. Ils ont leur propre feuille de route et donc dans ces projets, ils ont des problématiques data et nous, on vient les accompagner dans leurs projets. Et il y a différents analystes ou data analysts qui viennent travailler avec eux sur leurs projets. Et après, ils ont aussi il y a aussi un vrai besoin d'autonomie. C'est-à-dire que parfois, ils sont en mode projet, mais nous aussi, on n'a pas envie d'être poulés tout le temps juste en mode ressources. On a aussi envie de les rendre autonomes pour que on puisse faire de l'exploration. Tu vois, c'est un espèce de... Entre le proactif et le réactif, tu as envie de trouver le juste milieu pour que à la fois eux qu'on soit pas une dépendance pour eux et que nous, on puisse être autonome dans les deux sens. Enfin, on puisse être proactif, on va dire ça comme ça. Et du coup, c'est les rendre autonomes en développant, en industrialisant les pipelines de reporting dont ils peuvent avoir besoin. Même on utilise Looker et tu as des fonctionnalités d'Explore qui leur permettent d'être assez autonomes aussi là-dessus. Tu n'as pas besoin de faire exactement le report dont ils ont besoin. Ils peuvent aller eux-mêmes creuser derrière le report s'ils veulent. J'en fais une grosse pub là, mais bon. Et le troisième point, du coup, c'est toujours avec ces départements-là, comme au fur et à mesure de notre travail avec eux, on commence à les connaître et à connaître certaines de leurs problématiques métiers, mais par un biais data, on peut aussi commencer à les conseiller sur leur roadmap, sur les prios, à faire remonter à leur donner des idées en fait. Je sais pas, un exemple tout bête dont on parlait du produit aujourd'hui, avec le produit aujourd'hui, c'est que il y a un silo de données sur l'utilisation de notre produit qui n'a jamais été sorti. Quelle est la proportion de nos clients qui utilisent des imports ? C'est-à-dire que la paye, je vais rentrer dans 2 secondes dans le produit Payfit, mais sur la paye, tu peux éditer employé par employé les informations de paye, ou alors tu peux uploader un fichier Excel et tout va être mis à jour. Et en fait, il y a plein de clients qui ont beaucoup d'employés qui s'en servent jamais. C'est une donnée produit d'utilisation, mais qui va être tellement bénéfique pour le customer success. Mais donc c'est un product analyst qui va aller pitcher ça au customer, qui va travailler avec le data analyst qui bosse sur le customer success pour aller pousser cette information et qu'il y ait une action derrière côté customer success. Alors avec la timeline qu'ils veulent, tu vois, côté sur le customer success, mais l'idée c'est que ça rentre sur leur roadmap, sur leur backlog et qu'il y ait une action qui soit prise derrière, quoi. Donc si je récap, parce que j'ai beaucoup parlé, mais c'est du coup dans l'ordre inversé cette fois-ci, c'est trouver des sources de valeur, des sources d'impact, que ce soit sur la croissance du MRR, sur l'efficacité opérationnelle, dans les différents départements, en crunchant les données, en jouant avec au fur et à mesure, en croisant les données de satisfaction, les données financières, on va trouver des trucs intéressants. C'est un peu le fameux big data, quoi. Les accompagner sur les projets qu'ils ont identifiés, les rendre autonomes, et voilà. Ok, c'est un bon début. Il y a du boulot. Est-ce que tu peux nous parler des projets principaux sur lesquels vous travaillez en ce moment ? Ouais, bien sûr. On a eu un gros focus sur... une des vraies valeurs chez Payfit, c'est le care, c'est-à-dire le bien-être un peu des payfitters. Enfin, on veut que les gens soient contents de venir bosser tous les jours. Et du coup, ça se traduit comment ? Ça se traduit sur
sur les tâches répétitives et sur un peu l'efficacité opérationnelle. C'est qu'on veut filer aux payfitters les outils pour être le plus efficace possible. Notre mission, c'est d'automatiser la paye. Le but, c'est pas qu'il y ait des milliers de personnes qui fassent la paye de nos clients à la main derrière. Le but, c'est qu'on puisse aller automatiser le plus possible et que l'action des payfitters, notamment au Customer Success, ce soit vraiment une action qui soit créatrice de valeur, qui apporte une expertise, qui accompagne le client. Et du coup, un de nos gros projets, ça a été d'aider les équipes Ops, Operations et le Customer Success à décomposer le travail du Customer Success, notamment, et des équipes produits et déclarations qui bossent aussi au quotidien pour nos clients, à décomposer leur boulot en différentes tâches, parce qu'en gros, tout simplement, une équipe opérationnelle, elle a une liste de tâches, et pour chaque tâche, tu vas avoir combien de temps ça prend de la faire une fois, et combien de fois tu la fais par mois. Et une fois que tu as réussi à décomposer ça, rendre les gens plus efficaces, ça te permet de voir quelles sont les tâches les plus chronophages, et de faire remonter cette information-là au produit, pour que le produit les équipes produits essayent de réduire ce temps nécessaire par de l'outillage ou de l'automatisation. Donc ça, c'était un de nos gros projets, ça a été de quantifier, de catégoriser, quantifier le travail de ces différentes équipes pour retirer toute la partie manuelle répétitive et qu'on puisse se concentrer. Et c'est un travail, il y a encore beaucoup de boulot et c'est ce qui est super intéressant avec le sujet que PayFit attaque, quoi. La paye, c'est pas trivial en France surtout, tu vois. Elle fait quoi l'équipe déclaration ? C'est l'équipe qui va être en charge des déclarations auprès des organismes comme l'URSSAF, les caisses de retraite. Okay. En fait, chaque boîte est tenue de faire des déclarations sociales à ces organismes. PayFit s'en occupe dans le cadre de la gestion de la paye, donc c'est des équipes en interne qui le font. Et tu as un autre truc, du coup, c'est un projet qui est un peu lié, c'est en fait, il y a pas mal de tickets de nos clients où la réponse est déjà un article dans notre Help Center. On a un autre projet cool en ce moment, c'est de réussir à automatiser la réponse à ces tickets-là. C'est d'offrir une première réponse quasi instantanée à un client qui vient d'ouvrir un ticket comme ça, ou de lui suggérer même au moment où il veut écrire le ticket quel est le bon article pour lui éviter d'attendre en fait. Et que tout de suite il ait la réponse. Et qu'il puisse continuer à ouvrir son ticket s'il ne l'a pas. Et là, voir éventuellement, aller mesurer si juste avec cet article ça résout pour une partie des visiteurs, si justement peut-être il faut améliorer l'article, etc. quoi. Exactement, okay. Sur le delivery et le contenu. Et donc après, là c'était un peu le même sujet, mais si on change complètement, on a un sujet en ce moment où on bosse beaucoup avec les équipes marketing pour améliorer la stack marketing analytics chez PayFit. On est passé de HubSpot à Salesforce, donc ça c'était un joli challenge pour garder un tracking qui marche toujours. Et même on est en train de construire toute une pipeline de reporting pour qu'on soit beaucoup plus temps réel, qu'on puisse commencer à jouer avec les modèles d'attribution. On a encore pas mal de boulot, mais on avance bien par rapport à là où on était il y a 6 mois, donc c'est cool. Et peut-être un dernier projet, et là c'est un gros morceau. Donc chez PayFit on a 4000 clients, et c'est le sujet de la satisfaction client. C'est comment tu fais quand tu n'as que 4000 clients, entre guillemets. Du coup, ça fait, on mesure le NPS tous les mois, donc on a à peu près 300 réponses. En fait, c'est compliqué d'être statistically significant sur 400 réponses. De la même manière que, en plus de ça, d'un mois sur l'autre, on va pas demander aux mêmes clients pour pas trop les spammer en termes de survey. Mais du coup, si je te donne la satisfaction client de septembre, en fait, c'est pas sur le même pool que celle d'août. Et donc c'est difficile de suivre l'impact de tes actions d'un mois sur l'autre. Et puis dès que tu commences à segmenter, en regardant par pays, tu vois, on a 4000 clients, il y en a à peu près 500 qui sont pas en France. Dès que tu regardes sur l'Allemagne, t'as une volatilité énorme. Et en plus, sur un mois donné, c'est pas représentatif de la satisfaction générique des clients du pays. On a pas mal bossé là-dessus. Il y a Alexis dans l'équipe qui a bossé sur une métrique qu'on appelle le trailing NPS. On va récupérer jusqu'à 1 an d'historique de réponse de NPS en pondérant en fait en fonction de la fraîcheur de la réponse. Mais en fait, ça nous permet, au lieu d'avoir 10% de réponses à peu près sur un mois, on va aller chercher jusqu'à 10% des clients qui ont répondu sur un mois, on va aller chercher jusqu'à 50% de la masse de clients de PayFit sur un an. Et ça nous permet d'avoir quelque chose qui est beaucoup plus représentatif et qui va nous permettre derrière d'aller faire plein de choses. Comme des études de corrélation, alors pas de causalité, pas encore, mais de corrélation entre certaines typologies de clients, certaines actions prises côté PayFit. Quelle est la corrélation entre la satisfaction et un autre signal. Chose qui était beaucoup plus compliquée à faire avec un signal plus volatile qui était le NPS pur. Tu as un exemple à donner, par exemple, d'évolution produit qui a été réalisée, sur lequel vous avez réussi à analyser, comme tu le dis, pas forcément une causalité, mais une corrélation avec une évolution de ce KPI ? Alors, ces analyses de corrélation, on les a livrées il y a un mois et demi. Vraiment, ça a permis il y a deux gros sujets qui ressortent. Il y en a un qu'on connaît, c'est la performance de l'app. C'est
C'est-à-dire la rapidité d'affichage de l'application. On travaille dessus en permanence, mais ça nous a permis notamment d'identifier un palier de temps de chargement au-dessus duquel l'insatisfaction augmentait. Donc ça, c'était très chouette. Ça a permis vraiment de quantifier un peu les objectifs pour ces équipes. Et un deuxième, c'est pour les équipes qui travaillent avec les clients, donc qui sont dans la boucle de résolution des tickets qui sont soumis par nos clients. Donc on a 3 équipes. On a les équipes Customer Success, déclaration, on en a parlé, et Product. Et en fait, c'est tout simplement le temps de réponse, le temps de résolution, pas de réponse, le temps de résolution complet d'un ticket. Parce que tu peux résoudre un ticket, mais si le client le réouvre juste derrière, ça ne sert à rien. Enfin, il faut continuer, il n'est pas closé, quoi. Donc c'est le temps de résolution complet d'un ticket. Et donc, ça a relancé le sujet des service level agreement vis-à-vis de nos clients. Enfin, service level objectifs, c'est-à-dire qu'en interne, on a des objectifs qu'on a, mais qu'il va falloir aller affiner, mieux répartir entre les équipes. Parce que quand tu as 3 équipes qui bossent dessus et qui vont interagir sur le même ticket, comment tu es capable de charger, disons, le bon temps à chacune des équipes? Ça, dans un mélange de Jira et de Zendesk, multi-outils, c'est une jolie problématique analytique, un peu de pipeline et de construction de KPI par-dessus, parce qu'il faut que ce soit vraiment fait main dans la main avec les équipes business, donc customer, pour qu'elles se sentent honneur et qu'elles croient dans la métrique. Dans la métrique, ouais, c'est ça, et qu'elles puissent commit, s'engager dessus. Tout à fait. Parce que c'est un truc, voilà. Quel est le plus gros challenge que tu as rencontré jusque-là sur tes différents projets? Ouais, c'est savoir dire que tu n'auras pas la réponse par la donnée, quoi. Il y a des moments où juste tu n'as pas assez de volumétrie, tu n'as pas assez d'historique. Ok, tu as une analyse, mais si ta volumétrie n'a aucune signification statistique, arrête, la regarde même pas, quoi. Je reprends l'exemple de la satisfaction client, mais quand on me demande parfois si telle petite feature sur le produit, quel va être son impact sur la satisfaction client, aujourd'hui, d'un point de vue stat, on ne peut pas te le donner. Ça ne marche pas. On n'a pas la volumétrie pour faire les A/B tests à la Amazon où en une seconde sur leur homepage, ils ont assez de volume statistique pour prendre leurs décisions. Non, nous on ne peut pas. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller chercher le plus de données possible, le plus d'insights quanti possible. Ça veut juste dire que tu ne peux pas te baser de ta décision que sur du quanti. Il y a toujours un mix de quanti et de quali, quoi, à un moment donné. On est, sur la décision produit notamment, mais même opérationnelle, mise en place de process opérationnels, toutes ces choses-là, en fait, tu peux pas être que data-driven. Il y a toujours une dimension humaine dans la prise de décision, et en fait il y a des moments où tu n'as pas toutes les clés analytiquement pour prendre la décision, et donc l'humain, le retour quali, c'est sur les sujets de satisfaction client, dans les prises de décision produits, là on pousse vraiment à ce qu'il y ait des exemples de commentaires de nos clients qui se plaignent de la problématique que le PM essaye de résoudre. Parce qu'on prend ces surveys, donc dans ces surveys il y a des commentaires, quelque chose qu'il faut adosser à l'étude quanti, c'est du quali. C'est étonnant qu'un head of data te dise ça, mais c'est quelque chose, j'en suis convaincu. Et au sein des projets, qui s'occupe de cette partie plus quali? Ça se passe dans ton équipe également? Non, c'est le partenaire business, tu vois. C'est vraiment, on est les 2 jambes de la décision. Tu vois, d'une certaine manière, c'est même le partenaire business qui own la décision. Et nous, on est là pour lui filer tout le quanti qu'on a. Et on est aussi là pour lui dire, non, juste, tu peux pas décider qu'avec ça, ou ça, ça suffit pas, ou ça n'a pas de sens analytique, t'es dans la marge d'erreur, donc ne va pas dire que ta décision elle est basée 100% là-dessus, ça veut rien dire. Suis les retours quali, regarde à quel point c'est aligné avec les prix actuels de la boîte, et d'autres moments évidemment, heureusement, où on arrive à filer 95% de la réponse grâce à de l'analytique, tu vois. Ok. Évidemment, mais mon point, et c'est ça qui est pas facile, c'est que tu as toujours... il y a forcément des use cases où tu arrives à une limite, quoi, où analytiquement t'es bloqué, et les gens sont de plus en plus data hungry, quoi. Ils sont fins, ils veulent cruncher, ils veulent que ça les aide à décider, et parfois que ça leur donne la décision à prendre. En fait, il y a des moments non, et il y a des moments il faut suivre de l'intuition, il faut suivre de la stratégie, et c'est pas grave, et c'est sain. Et c'est pas parce qu'on devient data driven qu'on est obligé de l'être systématiquement. Oui, et puis qu'on doit être dans l'immobilisme si on n'a pas la donnée. C'est-à-dire que le process, donc si on le décrit et qu'on prend un exemple, tu as un product manager qui a une fonctionnalité qu'il a envie de développer, il va la mettre en place. Dans un premier temps, vous allez être obligé de faire confiance au quali, entre guillemets. Dans un deuxième temps, il y a ta métrique. Comment ça se passe? C'est pas successif, c'est vraiment en parallèle. On va vraiment lui dire, dès que tu as ton pain, en fait, dès que tu as identifié le problème, tu l'as bien scopé, le premier truc à faire, c'est d'identifier une success metric par rapport à ce pain. C'est OK, qu'est-ce que tu veux améliorer derrière? Ensuite, par rapport à la satisfaction client, et c'est la même chose pour la croissance du MRR ou l'efficacité interne, on a identifié des métriques proxy. Ces métriques proxy, on sait qu'elles sont directement liées avec le MRR et la satisfaction client. C'est-à-dire, on sait que si tu impactes cette métrique, l'autre suivra. Donc notre premier truc, c'est tu as ton pain, quelle est ta success métrique, et est-ce que c'est une de ces métriques proxy ou pas, et si oui, de combien tu veux la faire augmenter.
Et en fait, c'est tout ce process data, il y a des moments où tu es bloqué et tu as été... l'idéal, c'est d'être capable de remonter jusqu'à la métrique et de dire, bah voilà, je vais te faire tant de MRR en plus si tu me lances la feature. Vas-y, file-moi les ressources de dev, c'est parti mon kiki. Ouais, bah non. Alors parfois oui, et on pousse et on va chercher jusqu'au bout quand c'est possible, et c'est souvent possible, et ça c'est trop cool. Mais parfois tu es bloqué, parfois analytiquement tu peux pas aller plus loin. Et là, notre rôle c'est de dire, bah voilà ce que les données disent, et ça on rend ça le plus visible possible. Il faut pas que quelqu'un puisse sortir une autre analyse derrière qui soit incomplète et qui dise non mais c'est ça qu'il faut faire parce que la data me l'a dit. Non, nous on te montre que tu peux aller jusque là dans ta prise de décision, mais après il faut rajouter du quali par-dessus et de la strat. Et puis au bout d'un moment, il faut prendre la décision Exactement. avec les éléments que tu as à disposition. Exactement. En startup, ça arrive assez fréquemment. Exactement. Et c'est ça qui est marrant, c'est que une des raisons d'embaucher Head of Data pour PayFit, c'était pour que la boîte soit plus data-driven. Mais parfois, du coup, quand j'ai ce discours-là, on comprend pas trop, quoi. Mais c'est comme ça. La data, elle a pas réponse à tout. Et si quelqu'un te dit ça, c'est un mytho. Je le vois aussi dans notre travail chez Artefact avec nos clients. Parfois, un de nos rôles, c'est de désenchanter un petit peu les clients sur le côté féerique et magique de la data, et notamment du machine learning et de l'IA, parce que là, après, ça peut partir vraiment dans tous les sens. Les buzzwords. Et c'est ça, et c'est d'expliquer, bah non, en fait, on va pas... en une semaine faire un algorithme qui va automatiser et qui va faire exploser tous les objectifs. C'est un peu lié au même... c'est la même idée. On va passer sur une question un petit peu plus technique. Vous utilisez quoi comme techno et comme outil au sein du pôle data ? Alors, je prends du bas du funnel jusqu'en haut. On fait nos ingestions avec Stitch. Très très cool. Il n'y a plus besoin de rien gérer sur l'ingestion. Tu peux juste à chaque fois que tu parles d'un nom d'outil, peut-être le définir en une phrase toute simple. Stitch Data, ça reprend une des fonctionnalités que Segment fait aussi en partie, c'est de dumper toutes les données de tes outils, notamment dans ton dataware. En gros, dumper, c'est ingérer. Gérer, exact. Ouais. Ça fait de l'ingestion de données. Exactement. Okay, ça fait de l'ingestion de données. On a Airflow en scheduler. DBT qui est hyper stylé. En fait, du coup, nous, ce qu'on fait, on fait du extract, load et transform. Le ELT, alors que historiquement, c'était plus classique de faire du ETL, où tu faisais de l'extract, tu transformais avant de mettre dans le dataware et après tu loadais dans le dataware. Nous, tu vas avoir tes données brutes. On met pas mal de données brutes dans le dataware. Et du coup, DBT nous permet notamment aux data analysts et pas aux data eng de faire la transformation des données dans le dataware. Et donc ça nous fait gagner un temps de ouf. Les data eng peuvent se concentrer sur la stack en elle-même et moins sur la gestion des pipelines de transformation qui sont plutôt maîtrisés d'ailleurs par les data analysts parce que c'est des transformations assez business. Donc DBT, outil chambé pour faire ça. Par-dessus ça, on va mettre Looker. Looker qui va être en collaboration avec les data analysts et les ops, qui sont des équipes qui sont en partie analytiques chez PayFit. Il y a des ops au produit, des ops customer success chez les sales. On bosse beaucoup avec eux. Ils vont aussi faire un peu de LookML, qui est la techno, le langage propriétaire Looker, qui permet donc de développer les explores, qui sont, imagine, pour faire une comparaison, quand tu vas mettre un dashboard à la disposition des utilisateurs, c'est comme si c'était des graphes sur Excel, et que l'explore, c'est le pivot table derrière le graphe. Ok. Tu vois, et du coup, en fait, c'est comme si Looker te permet de donner accès à la pivot table, et donc la personne peut jouer avec les champs un peu de manière autonome. Bouger tes dimensions, et tu peux Exactement. Okay, parce que c'est ta modèle, donc ça demande un vrai effort de... C'est lourd à implémenter, c'est vraiment lourd, parce que pour sortir un dash, il faut passer par plusieurs étapes de production. Mais cette couche de modélisation de données permet de l'autonomie à la fin au end-user. D'accord. C'est pas mal. Est-ce qu'il y a un challenge technique que vous avez rencontré dont tu peux nous parler ? Ouais, le fameux make it or buy it. Donc, c'est marrant, j'ai vraiment vu deux cultures différentes sur ça, entre PayFit et Criteo. Criteo, c'était on fait tout nous-mêmes, on n'était absolument pas sur le cloud, c'était chez nous, on avait notre data center. Et si tu parlais de prendre un outil externe, c'était souvent mal regardé. Et PayFit, c'est un peu l'inverse, on fait, enfin, pas l'inverse, mais sur tout ce qui n'est pas cœur produit. Et ça, en sachant que le cœur produit, on a développé quand même nous-mêmes notre langage de programmation, qui est Jetlang, et ça c'est une techno propriétaire, et on en est très très fiers, et c'est un vrai différenciateur sur le marché. Mais à part ça, on a quand même utilisé beaucoup d'outils en interne. Et ce qui est marrant, c'est que les deux ont leurs avantages, leurs inconvénients bien sûr, mais là aujourd'hui, on est sur un challenge où on a empilé pas mal de couches de produits. Et tu vois, je te parlais, donc passer de HubSpot à Salesforce, du coup il faut tout débrancher, rebrancher, enfin c'est beaucoup de boulot. Et comme dans toute startup, en fait, souvent la connaissance elle est chez quelques players, pas forcément documenté, donc on a une problématique de croissance, mais qu'on va tacler comme toutes les autres qu'on a déjà taclées, qui est de structurer, documenter, organiser, tu vois, et rendre facile d'accès la connaissance sur ces différents outils, comment ils interagissent. C'est vraiment un effort de rationalisation. Comment est-ce que Segment va interagir avec Salesforce, va interagir avec notre reporting Looker. Ça aujourd'hui,
C'est un vrai challenge parce que la formation elle est concentrée chez quelques personnes qui sont très occupées aussi, et donc il y a un peu cette idée de mise à plat et de personnalisation. Donc pour revenir à la problématique, c'était l'empilement de tout l'externe font que parfois on peut en devenir dépendant, et donc là on est aujourd'hui dans une phase où on optimise les intégrations et parfois on se pose la question de faire nous-mêmes aussi. Très clair. Vous êtes organisé comment au sein du pôle data chez PayFit? Ouais, ça on en a parlé un tout petit peu au début, mais du coup on est 10. Il y a donc 3 data engineers, donc Pierre qui est le manager data eng, qui reporte à la tech. C'est assez cool parce qu'on a une relation un peu dev product manager, tous les deux, donc ça se passe super bien. Et ensuite, donc, sur la partie analytics, il y a moi, il y a 4 data analysts et 2 stagiaires analytiques. Ils sont répartis en fait en fonction de leurs interlocuteurs. Il y en a 2 qui travaillent sur la partie produit. On a Loïc qui bosse sur le côté customer success et finance. Et donc il y a Max qui va bosser avec growth et sales notamment. Par team. Par team. Sans que les choses soient vraiment soient figées. C'est important aussi que déjà ils échangent beaucoup entre eux, que un analyste, plus il a vu de sujets différents, plus il peut contribuer à la boîte aussi. C'est ouf ce que les interactions par exemple, entre le customer success et le produit peuvent apporter aujourd'hui entre les data analysts. Ah oui, donc c'est intéressant de les faire finalement passer d'une team à une autre pour qu'ils puissent un peu rejoindre les deux bouts et générer des insights plus intéressants. En fait, c'est un peu un équilibre. C'est-à-dire que, à la fois, oui, tu as envie de pouvoir aller changer d'équipe, mais tu sais aussi qu'il y a un coût de monter en compétence sur une autre équipe. Donc il faut trouver le juste milieu où ils voient des sujets différents et ils ne sont pas enfermés dans une problématique où ils ne travaillent pas qu'exclusivement avec une équipe. C'est un juste milieu à trouver en fait. Okay, mais le maître mot là-dessus, c'est flexibilité. C'est réussir à aligner les besoins business et les besoins de développement de chacun des players, qui est juste clé quoi. Il faut que chacun soit épanoui dans son boulot, avec toujours en tête l'impact sur la boîte quoi. Donc tu vas quand même chercher le sujet prioritaire. Bien sûr, on retrouve la culture du care, mais sans non plus être des bisounours, quoi. Ouais, c'est exactement ça, l'excellence. On arrive sur les dernières questions. Ouais. Est-ce que tu as une recommandation de contenu à conseiller à nos auditeurs, qui peut être pro ou pas pro d'ailleurs? Ouais, alors j'en ai une qui est hyper cool, qui est un peu d'optimisme réaliste aujourd'hui, qui s'appelle Factfulness. C'est un chercheur archi-diplômé. Il a passé sa vie en gros à computer des stats de grands organismes mondiaux, genre l'ONU, l'OMC, et juste à nous montrer que en fait ça va pas si mal. Dans le monde entier, chaque pays en fait est de plus en plus riche chaque année. Alors oui, il y a des disparités qui peuvent augmenter. Enfin oui, il y a des choses qui sont négatives quand on zoome sur certaines parties. C'est incontestable. Mais quand tu prends un peu de recul et que tu regardes les courbes d'évolution d'espérance de vie, de richesse, tu vois, d'éducation des enfants dans le monde entier, ils te montrent en fait tout s'améliore. Alors lentement, parfois avec des pics à la baisse, oui, mais ça va dans le bon sens quand même. Il te dit aussi que c'est normal qu'on voit pas ces chiffres-là, tout simplement parce que c'est les leviers de la presse, ne sont pas des leviers de long terme, c'est-à-dire ça va jouer sur l'urgence, sur la peur, c'est des leviers qui donnent envie de lire, tu vois, qui sont pas mal de leviers d'ailleurs des fake news d'aujourd'hui, mais qui sont des leviers qui sont appliqués sur des choses qui sont vraies, mais sélectionnées parce que elles vont jouer sur nos émotions. Et donc en fait, oui, montrer que la mortalité infantile dans un pays donné ne fait que baisser de 1 ou 2% par an depuis 50 ans, c'est pas un truc qui va te faire cliquer sur ton article, tu vois. Bien sûr. Bah non, pas trop, malheureusement. Et donc le mec, déjà, il décompose les leviers de la presse, que je trouve hyper intéressant, il te donne 2-3 tips sur quand on donne juste un chiffre, demande toujours le deuxième chiffre pour comparer, demande le relatif. Si on te donne un chiffre sur une année, demande quel était ce chiffre il y a 10 ans. D'accord. Est-ce que tu peux me parler d'une équipe data en France qui réalise des beaux projets que je devrais interviewer? Ouais, bien sûr. Déjà, Criteo, c'était une bête d'école, et c'est toujours une bête d'école pour apprendre là-bas, et il y a des mecs qui sont très très chauds, des mecs et des nanas qui sont hyper chauds. Spendesk, Aircall et Conto. Je connais leur head of data et ils font des trucs très cool aussi. Puis Castor. C'est quoi Castor? Castor, c'est la boîte que je vais monter dans 3 mois. Je quitte PayFit, je quitte ce job magnifique. C'est un choix pas facile, mais j'ai pris la décision de partir monter une boîte. Mais là, on a trouvé un bon mix de co-founders et de projets à aller tacler en data. Et donc, je serai full-time là-dessus le 1er janvier. Et tu peux nous en dire un peu plus quand même sur Ouais, bien sûr. sur ce que c'est? On veut tacler la problématique du data catalogue. En gros, il y a pas mal d'équipes qui passent du temps à documenter leurs données, leurs data assets. Mais ça se fait sur du Notion, sur du Confluence, parfois avec un peu de DBT. Mais c'est toujours un peu bricolé. Enfin, moi, j'ai toujours eu l'impression de bricoler là-dessus. C'était pas du tout efficace. Je me suis retrouvé toujours à faire plein de copier-coller. Et puis, une fois que tu as fini, tu te rends compte que c'est plus à jour. Donc, c'est hyper frustrant. Et donc, l'idée, c'est de sortir un data catalogue. On aura la première version fin mars, qui sera le plus automatisé possible, le plus user-friendly. Tu n'auras pas de barrière à l'entrée pour les utilisateurs. Une URL t'arrive, boum, tu vois tous les data assets de la boîte structurés. C'est vraiment de faire pour l'exploration
et l'accès rapide aux données, c'est de faire une gateway pour ça. Et à destination de quel type de clients? Les équipes data des boîtes qui sont sur du cloud. Donc notamment, on va tacler Redshift, Snowflake, BigQuery et Azure. C'est les équipes data qui bossent là-dessus principalement. Ça va être un peu notre V0 et on s'élargira bien sûr. Les équipes data, mais aussi les data users au sens large, c'est-à-dire toute personne qui aurait un intérêt à aller utiliser les données sur ces clusters. Enfin, on aimerait leur créer un peu un endroit où tu vois, ils ont toujours leur onglet ouvert. Ils ont une question, ils veulent accéder à une donnée, ils vont dessus, quoi. Ok, bah écoute, on va suivre ça de près. Ouais. Bah merci Arnaud. Je t'en prie. À bientôt. Merci Robin, à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un avis sur Apple Podcast ou iTunes. À bientôt.